En fait, quand on donne le diagnostic d'autisme, alors moi c'est encore plus pervers, c'est qu'on me l'a écrit sur un bout de papier. On a fait comprendre à ma femme que ma fille était autiste presque à cause d'elle. Je pense que les autistes de ma génération, ils sont tous passés en hôpitaux psychiatriques, attachés à des radiateurs. Combien de femmes, justement, à force de masquer, mais inconsciemment, inconsciemment, parce que même elles ne savaient pas. Ils ont fini en hôpitaux psychiatriques. On commence à comprendre un peu plus l'autisme au féminin. On commence à comprendre que non, c'est pas des folles. C'est juste des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Bonjour et bienvenue sur Handicapé TV. Je suis Alice Facoli, le créateur de la chaîne qui parle de handicap de manière chill et décomplexée. Sur Handicapé TV, nous allons recevoir des personnes actives, entreprenantes et inspirantes qui viendront nous partager leur parcours, leurs histoires et leurs expériences. Des ondits, des professionnels et des aidants. Pour notre nouvelle interview, nous allons recevoir Samuel, que je tiens à remercier d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Samuel. Salut Ali. Donc tu as grandi à Saint-Denis, Oui, tout à fait. tu es marié et père de 2 enfants. Père de 2 enfants, exactement. Tu es actuellement coordinateur en escalier. Coordinateur travaux en escalier mécanique. Voilà. En gros, j'installe des escaliers mécaniques. Tu m'as dit être en recherche de reconversion. Actuellement, ouais, j'ai des petits problèmes de santé. Et, la médecine du travail m'a classé inapte. Donc effectivement, je suis en pleine réflexion de reconversion. Tu es également très engagé sur les questions politiques liées au handicap. Ouais, complètement. Lié à l'handicap, aux droits de toutes les personnes en situation de handicap, hein, et aussi très engagé concernant la neurodiversité et les troubles du neurodéveloppement. Oui, tu es justement membre du conseil d'administration d'une école pour tous. Exactement, d'une école inclusive pour tous, tout à fait. Ouais. École inclusive pour tous. Qui milite pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, en fait. Et président de l'association Tangila. Président de l'association Tanagila, exactement, qui signifie colibri en amérindien. Un petit clin d'œil à la légende du colibri que racontait Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent cette légende. Et là, on est essentiellement sur le champ des troubles du neurodéveloppement, donc l'autisme, les TDAH, les troubles 10, troubles moteurs et les déficiences intellectuelles, entre autres, sur l'accompagnement de ces personnes-là, l'accompagnement des familles, et du soutien, de l'écoute, et beaucoup de militantisme. On est aussi militant antivalidiste, et pour la neurodiversité. Comment tu définis l'antivalidisme? L'antivalidisme, c'est se lutter contre les normes dominantes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde fait par les valides, pour les valides. Un groupe de personnes majoritaires qui ont décrété les normes. Qu'est-ce qui était normal? Un corps normal, un cerveau normal. De là, ils sont partis à un constat que tout ce qui n'était pas dans ces normes précises qu'ils avaient définies, donc la majorité, était considéré comme invalide. On combat ces normes dominantes, on va le dire, on a le penchant pour tout ce qui est la lutte pour le droit des femmes, c'est le féminisme. Hein. On reconnaît qu'on est dans un monde fait par les hommes pour les hommes, il y a le combat des racisés. On reconnaît qu'on est dans un monde fait par les blancs pour les blancs. Et il y a la déclinaison qui regroupe un peu tout ça, hein, le validisme qui prend toutes ces normes dominantes, et plus particulièrement les personnes en situation de handicap, qui sont soit des corps à réparer, soit des anomalies, et non pris pour les vraies personnes qui sont essentiellement... Le validisme, il peut avoir plusieurs formes, plusieurs lectures. Elle peut être dans la discrimination, dans le rejet. Elle peut être aussi plus subtile, dans l'ultra-bienveillance. Infantiliser souvent la personne en situation de handicap. Tout à fait, oui. On se rend compte, Ali, t'es en fauteuil roulant, on va avoir beaucoup de personnes, quand ils te parlent, peut-être qu'ils vont avoir tendance à se rabaisser à ton niveau. On se rend compte des personnes qui ont d'un seul coup un changement de voix, une intonation un peu plus mielleuse. C'est du validisme. C'est du validisme, hein, d'enfantiliser une personne parce qu'elle ne correspond pas aux normes dominantes ou parce qu'elle a une particularité. Okay. Et donc, voilà un peu toutes les formes de validisme qui existent un peu. Elle peut être frontale, elle peut être plus subtile. Ton engagement et ta sensibilité sur les besoins spécifiques
bientôt aussi du fait que tu es toi-même neurodivergent. Ouais, ouais, alors ça, je viens d'une époque où on posait pas de mots sur ça. On posait pas de mots. J'ai vu des psychologues, hein, quand j'étais petit, des orthophonistes. Je mélangeais les lettres. J'avais du mal à remettre en place certaines histoires. C'était compliqué pour moi de les déchiffrer. J'ai eu une scolarisation normale, hein, j'ai réussi à m'adapter. En grandissant, on a commencé à mettre des mots sur certains. J'étais bavard. On se connaît un peu, tu t'en rends compte. Je tenais pas beaucoup de place. J'étais introverti à certains moments aussi, et extraverti à d'autres. Euh, j'ai une fille autiste, et quand on a fait le diagnostic, qui a 17 ans maintenant, qui est autiste non oralisante, considérée comme, même si j'aime pas trop cette appellation, ayant une déficience intellectuelle, et donc avec très peu d'autonomie, en tout cas au sens au quotidien, il faut quelqu'un pour l'accompagner. Je me suis renseigné, qu'est-ce que l'autisme? J'ai compris ce que c'était l'autisme. J'ai découvert après que ça faisait partie d'un spectre un peu plus large qui s'appelait enfin, spectre, c'est pas vraiment, mais d'un bundle un peu plus large qui s'appelle les troubles du neurodéveloppement. Et en étudiant, je me suis reconnu sur pas mal de points. Et en ayant du recul et en ayant un peu étudié plus précisément l'autisme et du coup les troubles de neurodéveloppement, on se rend compte qu'il y a une. Alors le consensus médical est clair à ce niveau-là, c'est 80% de génétique. C'est pas des vaccins, c'est pas la pollution. Alors il y en a qui vont dire qu'il y a peut-être un apport, c'est pas. Non, c'est de la génétique. On peut être un parent, souvent, les enfants autistes ont souvent un parent qui a un trouble du neurodéveloppement, qui est soit 10, soit TDAH. Pour ma part, je suis multi-10. Alors les 10, c'est les troubles de l'apprentissage. Je suis dysorthographique. Je fais des fautes d'orthographe, je pense même dans mon nom et prénom. Et dyslexique, où de temps en temps, c'est compliqué pour moi de lire des textes qui demandent beaucoup d'énergie à replacer certaines choses. Et TDAH, je suis quelqu'un d'hyperactif, qui est rapidement dans un manque d'attention. Je me disperse rapidement. Et donc voilà un peu. Et justement, que veut dire être multidis et TDAH? Alors, multidys, c'est avoir plusieurs troubles 10. Dans les troubles 10, on va avoir la dyscalculie, c'est une difficulté avec les chiffres, les nombres, et tout ce qui est la logique, on va dire une logique mathématique. La dysorthographie, on va être plus sur des problèmes d'apprentissage, sur la construction des mots, ou la grammaire. La dyslexie, ça va être dans la lecture, assembler les mots. La dysprasie, on va être sur des difficultés un peu plus moteurs, un peu plus de. On est plus sur le trouble moteur. On va avoir le trouble. Et donc tout ça, c'est sur on est sur des troubles de l'apprentissage qui vont avoir un impact direct sur l'apprentissage. Multidys, ça veut dire avoir plusieurs troubles. Pour ma part, c'est la dysorthographie, la dyslexie et le TDAH. Donc le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, on peut avoir un problème d'attention arriver à un moment. On va avoir des difficultés à rester concentré un petit moment. On va être facilement déconcentré, une mouche qui vole. On va avoir la tête en l'air. On peut être TDA, donc avoir un trouble du déficit de l'attention, et ne pas avoir de trouble d'hyperactivité. Ouais. Pour mon cas, j'ai une hyperactivité. Je tiens pas en place, tout simplement. C'est épuisant pour moi, épuisant pour mon entourage. Mais on arrive à compenser avec le temps et à vivre avec. D'accord. Et qu'est-ce que recouvre le terme neurodivergence? Alors, la neurodivergence, c'est en fait, ça comprend tout ce qui a un fonctionnement neurologique et cognitif différent à la fameuse norme dont on a parlé tout à l'heure, donc la majorité. On peut aussi les appeler neuroatypiques. A contrario, ceux qui ont un fonctionnement neurologique plus dans la majorité, plus dans la norme, seront les neurotypiques. Donc dans les neurodivergents, on va comprendre toutes les personnes qui sont sur le prisme et le spectre autistique, les 10, les TDAH, les déficients intellectuels, les personnes ayant des troubles du tic, des TOC, ou le syndrome Gilles de la Tourette. Oh, d'accord. Il n'y a pas longtemps, parce que tout ça, c'est rentré dans ce qu'on appelle le DSM. C'est le manuel diagnostique qui fait la psychiatrie. C'est dedans. Avant, il y avait le syndrome de Down, la trisomie 21, qui a été retiré.
Mais la trisomie 21 ne fait pas partie des troubles neurodéveloppementaux, mais comme une grande majorité des trisomiques ont une déficience intellectuelle, Mais on les reprend de par leur déficience intellectuelle dans les TND. Donc il y a souvent une incompréhension. En gros, le trisomie ne fait pas partie des TND, mais les personnes trisomiques, du coup, comme ils ont une déficience intellectuelle, font partie des TND. donc, si je comprends bien, en fait, on les regroupe. Comment? On les regroupe dans la même. On les regroupe dans ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire un développement différent neurologique. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc les trisomies, on est plus sur un chromosome en plus, mais le fait d'être trisomique fait qu'ils vont avoir une déficience intellectuelle. Donc le fait d'avoir une déficience intellectuelle, ils rentrent dans les TND. D'accord. Ouais. Un peu compliqué des fois. On aime bien classer. Tout à fait, il faut mettre les personnes dans des cases. Dans des cases, voilà. Dans des cases. Peux-tu me raconter ton parcours et comment ta neurodivergence a été découverte? Alors moi j'ai un parcours, je fais une scolarité normale. J'ai fait du sport-études, beaucoup de football. Sport-études football, j'ai évolué longtemps en Rescar, dans les années 90, un club de la région parisienne. Je suis parti à Limoges, toujours pareil, pour un sport-études. Le sport m'a beaucoup servi à me réguler, sans le savoir. Comme je te l'ai dit, on n'avait pas posé de mots encore sur cette hyperactivité, hein. C'était fondamental pour moi de faire du sport. Je m'épanouissais là-dedans. D'un point de vue scolaire, j'ai été un enfant moyen, très moyen au niveau notes, toujours suffisant. J'ai un parcours après en BEP électrotechnique qui m'a emmené vers un bac pro équipement installation électrique et pour se détourner sur l'escalier mécanique. C'est vraiment à la naissance de ma fille et au diagnostic de son autisme que j'ai commencé à m'intéresser justement, comme on n'est pas accompagné en France, à essayer de comprendre comment. Alors pas comprendre pourquoi, je m'en fiche un peu, mais de comprendre qu'est-ce que c'est. Comprendre pour mieux accompagner, pour mieux accepter. Je me suis renseigné, j'ai étudié, et puis, comme je te l'ai dit, je me suis retrouvé dans beaucoup de descriptions. Alors, j'ai pas de diagnostic officiel, hein, c'est avec des amis psychologues ou psychiatres qui l'ont décelé, qui m'ont déjà proposé plein de fois d'officialiser tout ça. Je n'éprouve pas ce besoin, parce que je suis déjà construit, je m'accepte tel que je suis, donc un diagnostic officiel. Pour moi, le diagnostic doit emmener vers un accompagnement. C'est pour avoir une étiquette simplement. Et comme j'estime, par rapport à ma vie en tout cas, et ma condition de TDAH et de 10, ne pas avoir besoin de ce diagnostic pour me coller une étiquette. Je me connais, je m'accepte. J'ai 45 ans et ça fait quoi, un peu plus de 10 ans qu'on a, enfin maintenant c'est 17 ans, ma fille elle a été diagnostiquée à 3 ans. Donc ouais, ça fait 14 ans que je m'intéresse profondément au TND et j'éprouve pas ce besoin d'un diagnostic. Déjà, c'est hors de prix. Au niveau, un diagnostic n'est pas remboursé, je n'ai pas forcément les moyens et puis je verrai pas la finalité. Mais en tout cas, ça m'a aidé à me comprendre, à poser un nom sur mes difficultés, à poser un nom sur ces samedis matins où j'étais devant mes devoirs. Et en fait, c'est même pas je comprenais pas, c'est que ça me parlait, c'est que je voyais que des mots. J'ai pas de déficience intellectuelle appuyée, enfin, je crois pas. Ça, c'est à mon entourage de me le dire. Je suis pas le plus intelligent du monde. Mais c'est pas que je comprenais pas, c'est que je déchiffrais pas. C'était long pour moi. C'était tout de suite, j'étais dans un épuisement au bout de 5 minutes. Ce qui emmenait que. Donc maintenant, j'arrive à poser des mots sur le problème que je suis un peu dissipé dans mes conversations. Je peux sauter du coq à l'âne, je peux te parler d'un sujet, aller sur un autre sujet, revenir sur le sujet la même seconde, sans virgule. Je sais pourquoi, je pose un mot sur cette hyperactivité, sur le fait de remuer souvent, d'être un peu fatigant. Maintenant, j'ai des outils pour m'aider au niveau de l'orthographe. C'était compliqué avant d'écrire des lettres parce que énormément de fautes. Maintenant, on a des outils qui corrigent à notre place, qui m'accompagnent au quotidien. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple, que j'utilise non pas pour construire des textes, mais pour me corriger. Et ça fait très bien l'affaire.
comme ça. Donc, en fait, c'est plutôt avoir des réponses sur ta différence. Avoir des réponses sur les différentes, parce que je chantais même sur plein de niveaux que j'ai toujours trouvé que c'était bizarre, par contre, sans vraiment, je m'intéresse beaucoup aux normes du coup, et j'ai toujours trouvé que c'était bizarre dans un groupe de devoir ressembler à ce groupe pour pouvoir être accepté par ce groupe. Et j'ai toujours été accepté dans mes groupes d'amis, mais on a toujours un peu pointé sur l'humour ma différence. Peut-être mon côté foufou, mon côté hyperactif. Et maintenant, j'ai un mot dessus. Et puis, c'est bien de pas être comme les autres. Ça crée une richesse, c'est de la diversité. Tout à fait, oui. Ça permet de savoir qui on est, en fait. Voilà, exactement. Poser un mot sur sa différence. Exactement, c'est ça. D'accord. Et pour en revenir à l'époque où tu faisais du football, est-ce que la dépense énergétique, c'est ça finalement qui aussi t'a permis de te canaliser? Ah bah ouais, sans le savoir. Sans le savoir, hein, c'est une autorégulation. Hein. Ça permet de me réguliser. D'être non, j'étais Trop épanoui, plein d'énergie. trop plein d'énergie, exactement, ce besoin, et puis après cette sensation d'être bien. Mais j'avais pas de mots parce que j'étais aussi passionné par le football, où j'avais un intérêt vraiment spécifique que pour le foot étant petit, quoi. Tout le reste ne m'intéressait pas du tout, hein, mais je pouvais te raconter le premier match de la Coupe du Monde, les 11 titulaires, le nom de l'arbitre, à quelle minute a été inscrit les buts. En grandissant, j'ai un peu perdu cette passion, en tout cas au niveau de. Alors je suis encore fan de football, mais j'ai plus cette. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses maintenant. Mais effectivement, le sport a permis de me canaliser. Et en tant qu'adulte, j'étais énormément sportif. Je faisais après, quand j'ai arrêté le football, je faisais beaucoup de ce qu'on appelait, bon, maintenant ils appellent ça le crossfit, mais tu sais, des entraînements un peu variés. Je faisais beaucoup des parcours d'obstacles. C'est des courses de 25, 6 km, 25 km, Ah oui, un vrai sportif. 15 km avec des obstacles, parcours militaire, ce qu'on appelait les Spartan Race. Ça permettait de me dégager. J'avais ce besoin de minimum 1 heure de sport par jour. J'ai beaucoup d'arthrose, je suis un peu cassé partout, je suis en attente d'une prothèse au genou, j'ai des gros problèmes. Donc actuellement, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas pouvoir me dépenser. Ça doit pas être facile pour mon entourage au quotidien, j'avoue. Mais ouais, c'est vraiment. Je cherche d'autres outils de compensation. C'est pas facile. On va dire qu'actuellement, suite à mon problème physique, c'est ce qui manque dans ma régulation interne, en fait, ce sport. Oui, je comprends, oui. Et avant de découvrir ta neurodivergence que tu as découvert sur le tard, je pense, euh, comment était ta scolarité, ton rapport avec tes camarades de classe, tes professeurs? Euh, Mon rapport avec les camarades de classe, toujours bien. Euh, je suis bavard, donc j'avais beaucoup d'amis. J'ai eu la chance d'étudier, en tout cas de l'école primaire au collège, dans l'environnement qui m'a vu naître. On se connaissait tous. Je suis de Saint-Denis, une ville connue pour sa diversité culturelle, sa diversité dans toute sa splendeur. Donc, si tu veux, on s'est toujours tous acceptés tel qu'on est. J'ai l'exemple même d'avoir autour de nous l'ami trisomique, le frère trisomique d'un ami à nous, ou le frère autiste d'un ami à nous, qui est toute la journée avec nous et on s'en fiche, quoi. On ne pose pas de différence, on est tous différents. D'accord, Donc au niveau relationnel, ça a toujours été, parce que je suis quelqu'un en plus en même temps, j'aime être dans un collectif, j'aime être dans un groupe, dans une bande d'amis. Au niveau scolaire, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué parce que j'ai jamais été largué. J'ai toujours été suffisant en moyenne. On me disait que tu peux faire plus, tu fais pas assez d'efforts. Non, je fais tous les efforts que je peux. C'est juste que bon, avant, on ne posait pas, mais en vérité, c'est ça en grandissant que je me suis dit, je faisais tous les efforts que je pouvais, sauf que j'avais pas l'accompagnement pédagogique nécessaire pour me développer. J'ai souvenir, ma mère qui me l'a déjà dit, hein, une enseignante au CP qui avait dit, Madame Nicole, je me rappelle du coup, c'est le seul nom, votre fils n'y arrivera jamais à rien dans la vie. Des mots forts et durs, oui, hein. c'est très violent, oui. Bah non, je suis coordinateur travaux, je suis vachement impliqué, je suis reconnu dans ce que je fais, j'ai une famille merveilleuse, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille même si c'est compliqué. Donc je sais pas ce que définit pour elle réussir sa vie, mais en tout cas, j'ai pas loupé la mienne. Mais
Mais voilà un peu, j'ai été très suffisant. J'ai redoublé. J'ai redoublé de tête, j'avais redoublé ma cinquième. J'aurais pu passer, mais en fait j'ai redoublé j'avais des notes trop insuffisantes pour intégrer un sport-études. À l'époque, c'est normal, on demandait le niveau football, ça, on était d'accord que j'avais été le grand footballeur, mais j'avais le niveau pour intégrer cette structure, mais j'avais pas le niveau scolaire, donc j'ai redoublé pour avoir des meilleures notes et pour pouvoir intégrer. J'ai été orienté en parcours professionnel, même si j'aurais pu faire un parcours général, je pense, hein, toujours dans la suffisance, hein. J'ai eu un parcours scolaire assez classique, malgré mes difficultés. J'ai pris, alors, ça serait aujourd'hui, je pense qu'on aurait posé des mots et j'aurais eu un accompagnement. Donc peut-être que j'aurais pu faire mieux, peut-être pas, on le saura jamais en fait. On le saura jamais, mais je suis satisfait de ce que j'ai entrepris, de ce que on veut toujours être plus, mais moi j'ai ma petite famille, j'ai mon travail, j'ai réussi professionnellement à être reconnu dans le domaine que je fais. Au niveau associatif, on- reconnu aussi, donc ça va. Oui, donc on peut dire que malgré, enfin, avec tes difficultés, tu as essayé de compenser. Ouais, en fait, on compense sans le savoir. C'est ça, On compense sans le savoir. Et puis après, j'ai eu cette chance aussi de grandir dans un environnement rempli de diversité, que ce soit de la diversité ethnique, culturelle, religion. Donc le fait d'avoir été construit dans cette diversité, bah tout de suite, euh, je pense que ça m'a aidé. Inconsciemment, ça m'a aidé à m'accepter, à accepter la différence des autres, à accepter ma différence. On posait même pas de mots sur les différences. On trouvait qu'on était des fois pas comme les autres, mais à l'arrivée, on est tous différents, donc on continue à avancer avec les autres. Ça aurait été peut-être différent dans un endroit plus normatif, où les gens se ressemblent un peu plus, peut-être avec un peu moins de mixité. Du coup, ça aurait été moi le différent. Donc du coup, on me l'aurait fait comprendre. Non, j'ai pas eu cette sensation de rejet. J'ai eu une enfance oui, tu as assez grandi, heureuse dans les années 80, t'as grandi dans début. une diversité, donc tu te sentais pas différent. Voilà, donc il n'y a pas de différence en fait, vu qu'on est tous différents. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc j'ai eu vraiment cette chance d'être construit dans cet environnement et avec des parents aimants, qui ont fait le nécessaire, qui ne connaissaient pas non plus, hein. Et justement, que pensaient tes parents, tes proches Euh, Ma mère, j'ai le souvenir, on ne posait pas de nom sur ça, donc souvent j'ai le souvenir qu'elle comprenait pas le samedi matin, tu sais, pendant les heures de devoir, elle perdait un peu patience, que j'étais long, donc beaucoup d'engueulades. Bon, pas de violence, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où j'ai été préservé de cette violence, mais beaucoup d'engueulades. Bon, des fessées comme tout le monde, on vient de l'époque où la fessée n'était pas proscrite, mais j'ai jamais été tabassé au sens. Mais par contre, elle avait conscience de difficultés parce que j'ai le souvenir d'avoir vu des orthophonistes et des psychologues. En gros, par rapport à. Je confondais les F et les V, les S et les C. C'était compliqué. Donc je voyais, j'étais suivi à ce niveau-là, mais souvent on m'imputait. Pour eux, c'était jamais suffisant. Tu sais, les parents, tu leur ramènes un 10, ils veulent un 15. Ce qui est normal, je suis parent aujourd'hui, donc je les comprends tout à fait, mais ils pensaient que c'est parce que je travaillais pas assez. Oui, si tu faisais pas assez d'efforts. Ouais, que je faisais pas assez d'efforts, que j'étais suffisant. Ce qui est peut-être vrai à certains moments. À certains moments, j'étais assez suffisant. J'ai jamais été le courageux, le- je squattais pas la bibliothèque des heures et des heures. J'étais plus souvent avec mon ballon de foot ou devant les Chevaliers du Zodiaque ou Ken le Survivant. Je suis de la génération 80. Ouais. Que devant Ouais, ouais, elle avait pas de mots sur ça. Elle pensait que c'était suffisant, pas assez travailleur. Je peux faire des efforts, ça je l'entendais. Tu peux faire plus d'efforts. Je leur disais que j'étais au max, en tout cas au niveau de ma compréhension. Bah oui. Non, tu peux faire plus d'efforts. Et du coup, je croyais aussi que je pouvais faire plus d'efforts. Tu bavardes trop. Ouais, c'est vrai, j'en ai conscience, mais parce que peut-être qu'on savait pas que j'étais TDAH. Ah oui. Et ce qui emmène à beaucoup parler, à beaucoup. Puis j'aime l'humain, donc j'aime discuter. J'aime les échanges, et ça depuis petit. Mais ouais, ouais, non, il y avait pas. On se posait pas de questions à cette époque.
On se Oui, posait pas de questions. c'était une autre époque, oui. Ouais, on mettait pas de nom dessus. Il y a des choses dont on ne On, parlait pas. on était soit des enfants qui n'allaient pas réussir. On a un exemple, hein, on a Franck Castambide. Franck Castambide, le grand réalisateur, qui en parlait la dernière fois, qui est multidis, Oui, tout à fait, j'ai vu une initiale. qui a eu une éducation un peu, lui, d'après ce qu'il disait, chaotique. Vraiment, c'était considéré comme le cancre de l'école, hein. Bon, il est parti chercher un peu de l'humanité et du réconfort chez les bêtes, les animaux, qui a réussi justement il est élevé, il est éduqué, il est dressé aussi. Il faisait beaucoup de choses dans le cinéma avec les animaux, ce qui lui a permis de se développer, je pense, en tant qu'individu. Et on s'en rend compte maintenant, le gars, il écrit des scénarios, quoi. Il écrit des séries. Donc c'est qu'il n'était pas aussi cancre qu'on voulait le faire croire. Et il y a plein de cas comme ça. Une génération qui est passée à côté, où on ne posait pas de mots à leurs difficultés. Bon, j'étais bien éduqué, j'ai toujours été un enfant, je pense, assez facile à vivre, dans le sens... donc j'étais pas considéré comme le sale gosse, hein, si je peux utiliser, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelait les enfants hyperactifs, hein, à notre époque, qui couraient partout, hein, et qui comprenaient rien, c'était des sales gosses. Maintenant, on a un nom, non, c'est pas des sales gosses, c'est des TDAH. Ouais, ça m'a pas pénalisé plus que ça, en fait, dans ma jeunesse, parce que j'avais pas de mots. C'est en grandissant que j'ai posé des mots et que je me suis refait le film. Des fois, on se refait un peu le film. Puis après, on comprend, bah non, ça sert à rien de se refaire le film. On vient d'une époque où c'était comme ça. Et puis on n'avait peut-être pas toutes les connaissances scientifiques, médicales. Ah non, non, Médicales. au niveau scientifique, on les avait pas du tout. C'est assez nouveau, hein, sur l'échelle de la découverte. Moi, je l'ai découvert en étudiant un peu plus l'autisme, plus précisément. Parce qu'on n'avait que deux. En fait, quand on donne le diagnostic d'autisme, alors moi, c'est encore plus pervers. C'est qu'on me l'a écrit sur un bout de papier. Ah oui, oula. À l'époque, on n'appelait pas ça autisme, les termes avaient changé. On m'avait dit que ma fille avait un TED, un trouble évolutif du développement. J'arrive pas à le comprendre. On a changé. En gros, elle était pas assez autiste pour être autiste, mais pas assez normale pour être normale. Donc, elle était dans le TED. Ensuite, on a mis un mot dessus, l'autisme, ils m'ont dit. Avec des mots assez violents, hein, faut que vous fassiez le deuil. Donc on ne connaît pas, on prend ça dans la tête, le deuil de l'autiste. C'est quoi l'autisme déjà? Donc on n'a que deux visions de l'autisme, hein. J'avais deux visions de l'autisme, c'est Rain Man, le film avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, avec des troubles du comportement, mais une intelligence supérieure, hein. Il faisait tomber une boîte d'allumettes, il savait exactement le nombre d'allumettes. Son frère l'utilisait même d'ailleurs pour compter les cartes. Donc c'est la vision que j'avais, ou alors j'avais le génie, qui parle comme toi et moi, mais qui est un génie. Donc c'est la seule. Et en fait, en étudiant un peu, je me suis rendu compte, non, le spectre était beaucoup plus large que ça. Et ça m'a donné envie de comprendre qui était ma fille, pour mieux l'accompagner. Et du coup, bah, en cherchant tout ça, je me suis un peu découvert aussi. Mais en fait, comme beaucoup de parents, hein, comme beaucoup de parents de ma génération, on ne connaissait pas du tout, quoi. On connaissait pas du tout. Et ceux de notre génération qui s'étaient appuyés, on vient d'un monde une croyance beaucoup psychanalyse en France. La psychanalyse a été dominante. Une science subjective, hein, pas prouvée. On est juste dans l'hypothèse. Où pendant longtemps, on a fait comprendre à ma femme que ma fille était autiste presque à cause d'elle. C'était vachement culpabilisant, le discours des... C'est souvent suite à une maman, soit un choc prénatal, soit une maman trop autoritaire. On a fait des avancées. On sait que c'est génétique. On sait que c'est une différence cognitive, c'est tout, c'est une variation. En gros, l'autisme, c'est un problème de transmission d'informations entre les neurones, ce qu'on appelle le synapse. En gros, l'information est soit... on reçoit l'information, elle est mal distribuée, ou trop distribuée. Donc en découvrant tout ça, je me suis intéressé à ça, et puis c'est un monde qui m'a passionné, en fait. C'est un monde qui m'a passionné, en fait, c'est cette diversité.
C'est pour ça qu'on appelle ça le spectre de l'autisme, en fait. C'est que chaque autiste est différent. Chaque autiste est différent. Un autiste ne vaut pas un autre autiste, mais c'est ce qui vaut pour les trois quarts enfin pour tous les humains. Chaque humain est différent. Donc c'est valable pour les autistes. On va avoir de l'autisme non oralisant, mais avec un QI supérieur. On va avoir l'autisme non oralisant avec des gros troubles du comportement. On va avoir ce qu'on appelle l'autiste Asperger. Alors on n'est plus trop sur ce terme-là, la communauté est divisée. Il faut savoir que Asperger, c'est un médecin allemand qui a beaucoup œuvré avec Hitler, qui a découvert le syndrome d'Asperger. En fait, il avait découvert qu'il y avait des handicapés, des personnes, des handicapés qui avaient une particularité. Qu'ils étaient dans le handicap mental, mais qui n'avaient pas de problème de fonctionnement, mais qu'ils avaient d'autres particularités. Le relationnel, il faut savoir que l'autisme, c'est la dyade. Donc être autiste, c'est quoi? C'est avoir des intérêts spécifiques et des gestes répétitifs. Alors dans les manuels, on va souvent avoir intérêt restreint. J'aime pas ce mot-là. Restreint, c'est plus spécifique. On peut avoir un intérêt spécifique et s'intéresser à quelque chose d'autre à côté. Mais cumulé à des troubles de la communication et de la relation sociale. Le fait d'avoir ces trucs-là, on va être autiste. Donc on peut se rendre compte qu'on va avoir des gens qui communiquent comme toi et moi. C'est l'Asperger qui communique comme on va plus le niveau 1, besoin de soutien. Autiste niveau 1. On va les appeler autistes légers. Ça, j'aime pas du tout. Autiste léger, autiste sévère, autiste complexe. Ça veut rien dire. C'est faux d'un point de vue scientifique, d'un point de vue classification. Pour les autistes type Asperger, ou donc type, on va avoir dans le DSM, justement, on va aller en niveau 1, besoin de soutien. Après, on va avoir ce qu'on appelle les sévères, donc niveau 2, besoin de beaucoup de soutien. Et les complexes, besoin d'énormément de soutien. Mais ils ont tous besoin de soutien. Quoi, une façon de diviser, de catégoriser les gens. En fait, et puis c'est vachement stigmatisant, c'est-à-dire, et on s'éloigne de la vérité en utilisant ces termes-là. Si on dit autisme léger, donc qui va être utilisé pour les autistes qui parlent comme toi et moi, qui n'ont pas de problème de fonctionnement exécutif, mais qui vont avoir des problèmes de relations sociales, qui ne vont pas déchiffrer les codes et les normes sociales, qui vont... on va dire que c'est des autistes légers, mais c'est du coup... on va sous-estimer leurs besoins d'aide. On va se dire, tu peux y arriver, tu es un petit peu autiste. Oui, on n'est pas un petit peu autiste, on est autiste avec une particularité différente, mais pareil, pour l'autiste sévère, on va lui mettre un frein. On va le limiter. Ah non, il n'est pas capable car c'est un autisme sévère. Non, c'est pas pour lui. C'est faux, on s'éloigne de la réalité. On s'éloigne de la réalité et c'est pas une bonne fenêtre de lecture pour moi. On a multiples autistes. On peut aller de Elon Musk à l'autisme qui a des gros troubles du comportement et une grosse déficience intellectuelle. Mais entre lui et l'autre, il y a multitude. Ils sont tous différents. Tous différents. Et justement, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à ta femme qu'on l'a culpabilisé. Ouais. Est-ce que tu t'es senti toi aussi culpabilisé? Non, moi je me suis senti révolté, parce que je savais que c'était faux. Ma femme, elle... En fait, ça part d'une réunion à l'école, où on lui dit que c'est parce que elle est trop sensible, et elle prend trop ça à cœur, ce qui remet le stress à sa fille. Tu sais, c'est jamais, on dit jamais des mots directs, on fait comprendre par des phrases. Non, on le dit sans vraiment le dire, quoi. Et puis c'est le discours qu'il y avait aussi dans les médias et dans les études scientifiques à l'époque, c'est ce qu'elle disait. On vient d'une époque où cette fameuse psychanalyse, elle est dérecommandée au niveau international. Mais elle continue à être appliquée en France. Il y a une étude qui est sortie en 2004, l'INCERM qui l'a sortie, qui pointe du doigt les effets des psychotropes et aussi l'absence de résultats. Et que ça peut être vachement un contre-effet justement au niveau de l'accompagnement, la psychanalyse. Cette étude a été retirée due au lobby psychanalyse qui a appuyé sur les politiques.
on a décrété qu'elle n'était pas assez sérieuse. On l'a retirée. Sauf que cette étude a continué à être citée en exemple à l'international, dans des universités, dans des revues scientifiques. Il y a encore un gros lobby. Et ce lobby, on continue à le retrouver. Et nous, on l'a retrouvé. On se retrouve lors du diagnostic de l'autisme et tous ces protocoles. Tu sais, on voit des psychologues, on voit des pédopsychiatres, on fait pas mal de trucs. Et on se retrouve à rencontrer des personnes qui vont te poser des questions à toi sur ton enfance. Alors que moi, je disais, mais on est là pour parler de ma fille. Oui, mais et des questions sur ta femme. Comment s'est passée la grossesse de ta femme? Comment elle est avec son enfant? Donc, et puis du coup, intrinsèquement, ça fait culpabiliser. On sort et on se dit, mais elle est comme ça à cause de moi. À cause de qui? À cause de... Et puis après, ça fait mal, ouais. Alors moi, non, moi, ça fait... c'est frustrant, c'est énervant, c'est révoltant. Mais pour une femme, ça va être vachement dur. On n'a pas ces connaissances et on nous fait comprendre que c'est à cause de nous que notre enfant est comme ça. Alors que maintenant, on a les connaissances nécessaires pour savoir que c'est génétique, au moins 80% minimum, que c'est soit héréditaire, Mais donc, soit une mutation génétique. malgré ces avancées, on a toujours cette petite, comment dire, cette petite trace du passé qui... Qui continue à planer et qui continue à être présente, parce que c'est des gens quand même qui ont été formés là-dedans, qui sont quand même encore en activité, donc ils s'accrochent à leurs croyances dans lesquelles ils ont été formés. Alors, on le retrouve essentiellement dans les CMP. Les CMPP, les centres médicaux pédiatres et psychologiques qu'on a dans les municipalités de la mairie. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, on retrouve aussi beaucoup ces gens-là dans les hôpitaux de jour, à la direction d'unités pédopsychiatrie. En fait, on s'en rend compte quand on étudie un peu leur profil et leur parcours. Là, justement, je suis en train de mener une étude sur le sujet où je me rends compte qu'il y a plus de 3/4 des directeurs d'hôpital de jour, qui posent un réel questionnement. Déjà, l'hôpital de jour, est-ce qu'un autiste, sa place est dans un hôpital de jour? Moi, personnellement, je ne trouve pas. L'ONU ne le trouve pas, le Conseil d'État ne le trouve pas, l'Union européenne ne le trouve pas, l'OMS ne le trouve pas, mais la France continue à dire que c'est nécessaire. Mais on se rend compte que ces directeurs, il y a les 3/4, c'est des gens ayant eu un cursus dans la psychanalyse. Dans la psychanalyse. Et elle est là la contradiction, c'est que la France doit respecter les bonnes recommandations et la psychanalyse a été retirée. En tout cas, c'est dérecommandé de l'appliquer à l'autisme. Sauf que la France propose des diplômes universitaires avec des modules de psychanalyse. En fait, il y a un pouvoir et un lobby tellement puissant, mais qui dépasse même l'handicap, qui continue à appuyer sur les politiques, qui continue à le mettre en place. En fait, c'est une histoire de lobby. Et d'où vient ce lobby? Une croyance, hein. Ça s'est installé dans le temps. On a cru à Freud, on a cru à Lacan, on a cru à Toldo, à la mort de Carlos. Ça s'est installé dans le temps. On est le seul pays qui avons décidé de le croire en ça. J'ai eu beaucoup de discussions, voire des disputes avec des pro-psychanalystes, qui eux comparent ça à une science. Non, pour moi, une science doit être démontrée. C'est une science subjective. On est dans l'hypothèse. En lisant, ouais, ton hypothèse peut être... Mais on reste dans une théorie. Elle n'est pas appuyée scientifiquement parlant. Consensus, il n'y a rien. Et on continue en France à inculquer une théorie. On l'a dans les diplômes universitaires, on l'a dans les membres, dans des postes à haute direction, à l'hôpital, comme je l'ai dit, dans des centres, et tout ça. La nouvelle génération arrive et ça va mettre du temps à ce qu'on se sépare de ça. Mais la nouvelle génération arrive déconstruite à ce niveau-là. Donc j'ai bon espoir quand même. Mais en attendant, on en a laissé pas mal dans le carreau. C'est cette mentalité, en fait, à considérer les autistes comme des forteresses vides. Ils appelaient ça comme ça, une forteresse vide. Ouais, une chair sans âme, en fait. Quelqu'un qui n'avait pas conscience de qui était, en plus des choses complètement hallucinantes, qui n'avait pas conscience de qui nous sommes. Elle est encore appliquée. Je prends l'exemple d'un hôpital de jour qui va bientôt voir le lieu à jour à Saint-Denis, où dedans il y a une pataugeoire, et cette pataugeoire est utilisée dans la psychanalyse pour prendre conscience de qui on est. Donc si ça, c'est pas de la psychanalyse, c'est quoi d'autre, quoi? Pour connaître beaucoup d'autistes, ils ont conscience de qui ils sont. Ils sont pas renfermés, ils sont pas dans leur bulle.
Ils ont une méthode différente de voir le monde, mais ils sont conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Euh, ouais, on a considéré, la psychanalyse a considéré ces gens-là comme des forteresses vides, en fait, des âmes, des vies sans âme, un simple morceau de chair enfermé sur eux-mêmes. C'est effectivement les premières traces qu'on a de l'autisme. C'est Bleuer, un spécialiste suisse, qui décrit la première fois l'autisme au début des années 1900, mais comme un symptôme de la schizophrénie. On appelait ça la psychose, ou de la psychose, je me trompe un peu, je me perds un peu dans... C'était un élément chez les schizophrènes. Il n'y a que Kanner qui arrive en 40, qui étudie un groupe de 11 enfants, et qui appuie pour une première fois le mot autisme, qui les définit. Asperger, dans la même année, qui définit aussi un groupe en Allemagne, cette fois-ci d'autistes, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais déjà plus oralisant. C'est de là qu'est parti l'autisme. Ensuite, avec le temps, la France, au lieu de le voir comme une diversité, on a préféré de le voir comme une anomalie. Et donc ça explique tous ces comportements où encore aujourd'hui, il y a beaucoup... Il faut savoir qu'à l'époque, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques, hein, les autistes. Je pense que les autistes de ma génération, ils sont tous passés en hôpitaux psychiatriques, attachés à des radiateurs, shootés aux médicaments. Parce qu'on ne comprenait pas c'était quoi en fait. Leur mode de fonctionnement, ils ont juste un mode de fonctionnement différent. Et l'autisme a souvent des troubles associés. L'anxiété, la dépression. Mais c'est des troubles associés, hein. C'est pas l'autisme qui est anxieux. C'est le fait que l'autisme, on souvent être anxieux, on va être dépressif. Bien accompagné, on réduit tout ça. On n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Pour eux, les autistes, c'est des gens qui souffrent. Oui, qui souffrent parce que anxieux, parce que mal accompagnés, parce que dépressifs, parce que mal accompagnés, mais ils ne souffrent pas de l'autisme. Ils souffrent d'une comorbidité. On a une liaison entre l'autisme et l'épilepsie. Oui, c'est plutôt une conséquence. C'est une conséquence, c'est un trouble associé, c'est une conséquence, effectivement. Là, on a beaucoup de... Je suis farouchement opposé à la psychanalyse, ça c'est sûr, mais aussi à tous ces méthodes comportementales qui vont aider à développer. En fait, quand on regarde, moi je pense à ABA, la méthode ABA, la méthode Teach. En fait, on cherche juste à c'est des méthodes comportementales intensives. On cherche juste à normaliser l'individu, en fait. Faire en sorte qu'il rentre faire... dans une case. Ouais, en fait, à le rendre neurotypique, à le rendre normal, à effacer son autisme. C'est ça. Parce que dans la société, il faut que... On a beaucoup d'autistes, hein, dont les autistes qui n'ont pas été diagnostiqués sur le tard. Beaucoup de femmes. Il n'y a pas longtemps, on comptait une femme pour 4. Tout simplement parce que l'autisme féminin est un peu différent. Alors ma fille, non, parce qu'elle a un trouble du comportement. Mais c'est pour toutes les autistes Asperger qu'on parlait tout à l'heure, ceux qui sont un peu... qui parlent, qui se développent comme nous, mais c'est difficilement diagnosticable l'autisme chez eux. Ça se voit pas au premier coup d'œil. Et Kanner, qui a étudié la première fois l'autisme, était sur un groupe uniquement de 11 garçons. Donc il s'est diagnostiqué, et encore aujourd'hui, on se base sur ses études à lui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est passé à côté de beaucoup de femmes, qui ont des manières différentes de jouer petites, qui sont des fois... Alors ça, c'est que mon hypothèse à moi, sont souvent plus dans l'imitation. Tu sais, nous, le garçon, on va prendre des voitures. Ouais, tout de suite, si on joue mal avec la voiture, oh, attention, il joue mal celui-là. La fille, depuis qu'elle est petite... elle imite, elle a ce pouvoir de jouer à la maîtresse, de jouer à la maman, de jouer à l'épicière, de jouer... Alors c'est vachement genrifié ce que je dis, c'est pas du tout, mais c'est une réalité. Et du coup, ils apprennent à ce qu'on appelle faire du masking, à masquer leur autisme inconsciemment, à être comme les autres. Mais ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ça peut avoir on peut tomber vachement anxieuse, vachement dépressif. Combien de femmes, justement, à force de masquer, mais inconsciemment, inconsciemment, parce que même elles ne savaient pas. Ils ont fini en hôpital psychiatrique. Et on est en train d'inverser la courbe. On commence à comprendre un peu plus l'autisme au féminin. On commence à comprendre que non, c'est pas des folles. C'est juste des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Non, c'est pas des ultra anxieuses ou ultra dépressifs.
Non, elles sont pas bipolaires, non. Ça peut être une comorbidité associée, parce que mal accompagnée. On commence à inverser la courbe. On commence à inverser la courbe, et c'est très bien. Et comment tu as appris et réagi face au diagnostic de la découverte de l'autisme de ta fille non réalisante? Je vais pas mentir. Je vais pas mentir, c'est facile maintenant que je me connais en autisme, que bah, ça a une claque. Parce qu'encore, je connaissais pas ce que c'était moi et ma femme. Ça a mis même une tension au foyer, hein. Ça met des tensions, hein. C'est pas l'handicap qui met une tension, c'est l'incompréhension et le système. Euh, on est sur une majorité. Alors, nous, on s'accroche depuis 25 ans avec ma femme. On vit ensemble, on traverse les épreuves ensemble. C'est pas le cas de beaucoup de familles Ouais, des familles qui qui se sont séparent. déchirées parce que déjà, la société fait que c'est difficile de vivre en couple aujourd'hui. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. De là, quand tu commences à ramener l'handicap au sein du foyer, bah, c'est pas l'handicap qui est difficile. C'est comment la société, c'est l'isolement, c'est la précarité. C'est tout ce Tellement qui fait qu'il y a des d'accompagnement. tensions. Et on a une majorité de femmes isolées hein, chez nous, dans le monde de l'autisme et de l'handicap. Hein. Des mamans solo parce que les papas, parce que des discussions, parce que beaucoup de papas ont fui le couple. Beaucoup sont encore présents, mais ça a créé tellement de tensions au sein du foyer qu'ils se sont séparés. Mais le papa continue à assurer son rôle de papa. Donc pour en revenir à ta question, bah, ça a été une claque pour moi, comme je ne m'y savais pas. C'était presque une maladie, presque un fardeau qui nous tombait dessus. Pourquoi Euh, pourquoi elle? Pourquoi nous? On n'est pas handicapés. On était ultra validistes sans le savoir. C'est un fardeau pour nous. On a mis quelques. Et puis les médecins ne nous l'expliquaient pas. On nous donnait ça sur un petit bout de papier. On n'osait pas nous le dire, en pensant que ça allait nous mettre une claque. On nous demande de faire notre deuil. On commence à rentrer dans des dossiers MDPH compliqués. Tous les questionnements, ils commencent à arriver. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Puis on commence à s'y intéresser. Il faut avoir cette faculté d'essayer de rebondir. On est, je suis croyant, très croyant. Donc je me fais une raison. C'est, c'est comme ça. Donc on vit avec. Ça m'a aidé hein, dans l'acceptation de l'handicap. Et puis on comprend. Et puis les doutes, en tout cas, se dissipent. On se dit que c'est comme ça. Et puis avec le temps, je me dis, bah écoute, j'ai peut-être une grande, parce qu'il y a une petite, grande 17 ans maintenant, ouais, qui est autiste, mais est-ce que je voudrais quelqu'un d'autre? Non. Pour rien au monde, maintenant, je changerai. Parce que je suis intimement persuadé que souvent on me dit bon courage, ça ne doit pas être facile pour toi. Bah c'est pas facile à mon avis pour les gens aussi qui ont des enfants non handicapés, non autistes, d'éduquer une gamine de 17 ans ou un enfant de 17 ans aujourd'hui en France ou dans le monde avec cette hyper-violence, cette hypersexualisation, cette sollicitation du capitalisme qui détraque nos enfants. Moi, ma fille, elle est un peu, ça va. Du coup, dans ça, elle est un peu préservée de ça. Je vais traverser certaines étapes, mais moi, c'est le système. L'exclusion scolaire, le manque de place, l'isolement social. Hein. On est un peu moins invité à des fêtes d'anniversaire. On est un peu moins invité à des fêtes en communauté. On voit un peu moins les copains. On nous invite pas souvent à des repas. À l'école, elle a eu une scolarité jusqu'à l'école ordinaire jusqu'en CM2 chaotique. Hein. Une année bien, une année moins bien. Mais en tout cas, jusqu'au CM2, on s'est accroché. On y a cru. C'est compliqué en maternelle quand tu as une maman qui arrive et qui donne des cartons d'invitation à tous les parents et les enfants et qu'on ne donne pas à ta fille. Ouais. C'est compliqué ce rejet. Mais on s'y fait. Ça nous construit. Mais de dire que ça m'a rien fait au début, ça serait mentir. Ça m'a fait mal. Ça m'a mis dans des périodes de doute. Mais suite à une non-connaissance, en fait. À cette façon validiste qu'on a d'être construit. En fait, c'est pas normal. Pourquoi? On aime bien, pour moi, même moi qui suis maintenant, qui pose un mot sur ma neurodivergence, je me considère même pas comme neurodivergent, donc pour moi, je suis même pas loin de ça.
Donc ça met une claque, mais ça met une claque parce que mal accompagné, mal expliqué. Si dès le début des professionnels me l'auraient expliqué avec la véritable vision de l'autisme, à la rigueur, heureusement qu'on ne me l'a pas expliqué à l'époque parce que la vision, elle était dramatique. On m'aurait dit que ma fille n'avait pas d'âme, je pense que je l'aurais mal pris. Mais je pense que maintenant, on me l'aurait expliqué avec des mots, je l'aurais beaucoup plus accepté. Bon, on a la chance avec ma femme de l'avoir accepté. On a la chance, on a cette faculté. Mais parce qu'on est parti se renseigner en fait. Ça a été des nuits blanches à lire des thèses de psychologues, à écouter les personnes directement concernées, à faire des recherches, limite des fois académiques, hein. Oui. À faire des recherches des fois académiques, on s'y fait, on accepte, on est même heureux. C'est une chance. C'est une chance. C'est le système. Moi, mon problème, c'est pas ma fille. C'est pas l'autisme, hein. Oui. L'autisme, c'est une chance, mais c'est une chance pour la planète même, hein. On ne se rend pas compte de ce qu'ont fait les autistes pour la planète. Ils ont eu un impact dans tout ce qui est découverte. Il y a certaines personnes, on ne peut pas poser le mot autiste, parce que ça n'existait pas ce concept, en fait, on n'avait pas. Mais on connaît leur vie maintenant. On connaît leur personnalité. On sait très bien que je ne vais pas faire le suprématie des autistes, c'est le peuple élu qui a tout inventé, mais c'est une réalité. C'est une réalité. De Pascal Blaise, Turing, Tesla, Mozart. On peut revenir à Pythagore, Archimède, qui avaient leurs particularités. On sait, c'est pas des autistes, on ne le sait pas. Mais c'est des esprits singuliers. Des esprits qui ne ressemblaient pas aux autres. Et en mettant le nez dedans, je me suis dit, bah en fait, non, l'autisme, c'est pas un fardeau, en fait. C'est la société qui l'exclut, le fardeau, mais qui exclut le handicap dans sa généralité. Hein. Dans sa généralité. Mais justement, pour revenir à ce que tu disais que tu l'avais appris sur un bout de papier. En fait, ouais, à la base, il y avait le terme TED qui existait à l'époque. Ça s'appelait, à l'époque, il n'y avait pas les TND, c'était le TED, un trouble évolutif du développement. Ça veut rien dire, j'arrive toujours pas à comprendre ce que ça signifie en fait, même maintenant que j'ai un peu plus de connaissances. Mais bon, c'est comme ça, ils avaient décrété. Ouais, on nous l'a pas dit oralement. Hein. On nous l'a dit comme un. Donc déjà, tu vois, ça pose déjà la pierre. Quand un professionnel n'ose pas te dire ce que t'as, limite tu dis, elle va mourir, quoi. C'est incurable. Elle nous a marqué tête sur un bout de parquet, elle nous l'a passé comme ça sur la table, quoi. Waouh, ah oui. Avec le mot, faites votre deuil. C'est extrêmement violent, ça. Mais c'est violent. C'est extrêmement violent. Alors maintenant, c'est différent. On pose les mots, on discute, on a un peu plus. Mais ouais, elle est née en 2008, donc ça devait être en 2011, 2012. Ouais, c'était extrêmement violent. Oui, parce qu'on peut, extrêmement violent. On peut se dire que c'est vraiment très très grave. Bah, c'est ce qu'on se dit. Hein. C'est ce qu'on se dit. C'est la manière où on te transmet cette information, déjà, elle n'est pas conventionnelle. On ne veut pas dire le mot. Pour pas heurter, mais ça heurte. Ah oui. Mais bon, c'était un ancien monde, une seule vie. Et on a réussi à dépasser tout ça maintenant. On a réussi à dépasser tout ça. Après, de longs parcours chaotiques quand même. Pour comprendre l'implication familiale, la fatigue émotionnelle, les démarches administratives et le soutien au quotidien, quel rôle jouent les parents d'une personne, d'un enfant atteint de neurodivergence? C'est une surcharge quand même mentale. C'est une surcharge mentale due à l'exclusion, on en a parlé tout à l'heure. C'est jamais agréable, un enfant qui est exclu socialement. Ça a été aussi toutes ces démarches administratives, ces dossiers MDPH à renouveler récemment. Déjà, on nous donne le dossier MDPH sans réellement nous former. Sans nous former à l'handicap, ou en tout cas de nous apprendre les bases, sans nous former à la constitution du dossier MDPH. Et c'est un dossier où il faut rentrer un maximum d'éléments. Il manque un élément, il y a une répercussion derrière sur la compensation économique, financière, qui va aider justement là on parle de l'allocation enfant handicapé, qui va aider à acheter du matériel à l'aider dans son développement. On peut aussi avoir à côté la prestation de compensation humaine, c'est une demande de PCH qui va aider justement à payer des intervenants extérieurs ou
ou autre chose dans c'était. Et tout ça, faut le justifier. Et c'est des dossiers à faire tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. C'est vachement anxiogène. On a peur de se tromper. On a du mal à les remplir. Plus on a de l'expérience, et ça devient un peu un roulement. Mais c'est vachement... c'est éprouvant. D'un point de vue mental, c'est une charge mentale. C'est pas l'handicap qui crée la charge mentale. L'handicap, l'autisme de ma fille nous a appris beaucoup de choses au niveau de l'humain, de la lecture de l'humain. On revient aux choses basiques. On arrête un peu tout ce qui ne sert à rien. Pour le cas de moi, mon expérience avec l'autisme avec ma fille, ce qui est compliqué, c'est le système. C'est toutes ces barrières, en fait. On est conscient qu'il faut des orthophonistes, mais on ne trouve pas d'orthophonistes. Il nous faut de la psychomotricienne, on ne trouve pas de psychomotricienne. Il nous faut des ergothérapeutes, on ne trouve pas d'ergothérapeutes. On est un peu livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. Et c'est vachement anxiogène, vachement usant, fatigant. On est sans cesse en train de se questionner pour le futur. Aujourd'hui, ma fille elle a 17 ans, et je pense que c'est ce que se posent beaucoup de parents, d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement et qui n'ont pas d'autonomie, et qui ont... qu'est-ce qu'elle va devenir quand on sera plus là? C'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle va finir dans un foyer, dans un hôpital psychiatrique? Parce qu'on aime bien les mettre dans des hôpitaux psychiatriques, c'est un peu la facilité. C'est quelque chose qui continue encore. C'est quelque chose qui peut continuer parce que c'est la facilité. On n'a rien à proposer à un adulte. Déjà, dans le monde de l'enfant, on n'a rien à proposer. C'est très... on parlera de l'inclusion scolaire, mais et le monde de l'adulte, il y a les femmes, les familles sont vieillissantes. Ça devient compliqué, arrivé à un certain âge, de gérer certains comportements. On peut avoir souvent une explosion, une surcharge, une explosion qui peut emmener ce qu'on appelle une crise autistique, qui peuvent être plus ou moins violentes, ça dépend. Jamais violente dirigée envers une personne, mais violente dans son intensité. Quand on a 30 ans, ça passe. Quand on a une quarantaine, un peu moins. Et puis quand on a 50, 60 ans, avec l'individu qui s'est développé et qui a une sacrée force, c'est un peu plus fatigant. Physiquement, oui. Mais pourquoi cette crise, elle arrive? Parce que l'environnement n'est pas adapté. Il y a toujours un déclencheur. On fait pas... Et il y a toutes ces questions. Comment je vais faire pour gérer? Où elle va aller après? Et ça, c'est anxiogène. C'est une inquiétude permanente. C'est une inquiétude permanente, en fait, qu'on se pose en tant que parent. Il n'y a pas d'accompagnement, d'assistance sociale. Ouais. Alors, ou la MDPH qui vous oriente, qui vous aide, qui aide. non, ça c'est. On va pas se dire que les assistantes sociales, les 3/4, elles vont nous aider à remplir le dossier. Beaucoup ne sont pas spécialistes en handicap. On va se diriger souvent vers des associations plus spécialistes que la MDPH. Non, ils nous aident pas à remplir. Alors il y a des assistantes sociales, mais c'est pareil. Ils nous aident pas plus que ça. On leur envoie le dossier, ils le prennent, ils l'étudient comme il est rempli, et ils nous donnent une réponse par rapport à ça, quoi. Mais il n'y a pas d'aide particulière. On est livré à nous-mêmes. D'accord, donc il y a encore un manque d'accompagnement. Ouais, on est livré à nous-mêmes du moment où on a le diagnostic, où on nous met le dossier MDPH dans les mains, ou au moment où on doit le déposer, et au moment même après où on doit appliquer, on est livré à nous-mêmes. Aucun accompagnement. Même après le diagnostic, les hôpitaux vous accompagnent pas du tout. Non. Les hôpitaux, tout ce qui est... Ils vont nous accompagner à l'instant T si on a décidé de faire le diagnostic dans un hôpital. Mais une fois qu'on a le diagnostic dans les mains, voilà. Ça y est, c'est fini. On va dire qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une orthophoniste, il nous faut une ergothérapeute. On n'en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un vide. Il n'y a rien, quoi. En tout cas, il y a, mais pas en nombre nécessaire. On peut prendre le cas d'un orthophoniste, on va me dire, mais il y en a plein des orthophonistes, mais tous ne prennent pas des autistes. Et certains ne prennent pas tous les autistes. L'autiste qui parle et l'autiste qui bouge un peu plus, non. Il y a une hiérarchisation, il y a un tri. On est livré à nous-mêmes.
On est livré à nous-mêmes et c'est là qu'interviennent les associations, c'est là qu'interviennent des associations de parents, des associations aussi de personnes concernées eux-mêmes. Il y a de plus en plus d'associations de personnes autistes, parce que nous ne sommes que les parents. Donc non, on est livré à nous-mêmes. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment difficile. C'est la découverte du trouble en lui-même. Qu'est-ce que c'est? On a dit tout à l'heure, comment étudier pour mieux comprendre. C'est la découverte de toute cette partie administrative. Et c'est là où la complexité se fait, c'est qu'on a dit que l'autisme, c'était génétique. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants autistes ont des parents TND, pas spécialement autistes, mais TND. Et c'est compliqué pour un parent TDAH, pour un parent, une mère 10, une mère de se poser. C'est des dossiers chronophages. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai la chance d'avoir une femme super à ce niveau-là et qui s'est bien renseignée, qui maîtrise vraiment tout l'administratif à ce niveau-là, franchement. Mais beaucoup ne sont pas dans ce cas-là. On a des exemples. Ma fille, pendant longtemps, a été considérée comme inférieure à 80%, alors qu'elle n'est pas autonome. Ils ont les mêmes dossiers médicaux et ils nous l'acceptent à plus de 80%. C'est illogique. On n'a rien rempli de plus. C'est pour montrer un peu le fonctionnement de la MDPH, quoi. C'est pas très logique. Et lorsqu'on a discuté avant l'interview, tu m'avais confié que la représentation des neurodivergents était plutôt neurotypique. Ouais, la représentation, elle est vachement stigmatisante. Déjà, il n'y en a quasiment pas. Et quand il y a, elle va être remplie d'amalgame. Mais du monde de handicap, en règle générale, je fais ce constat un peu sur tous les handicaps. En règle générale, on avait évoqué, c'est au niveau de déjà de la représentation, pour parler même de l'handicap, souvent on va avoir des articles, on va avoir deux types d'articles, c'est tout. On va avoir soit ce super-héros, cet handicapé, j'ai un qui me vient en tête, une médecin qui a fait une étude ou un truc scientifique, et le titre, il était vachement validiste. Elle dépasse son handicap pour arriver. Il y a plusieurs sens à ce titre. Il va faire culpabiliser les autres handicapés qui n'y arrivent pas. Ça signifie quoi, dépasser son handicap? C'est aller au-delà de l'handicap. On va faire croire que cette personne, elle est plus courageuse que les autres handicapés qui n'y ont pas réussi. On oublie de dire qu'elle a eu des adaptations, qu'elle a fait un véritable parcours de toutes les freins qu'elle a fait avant d'arriver à cet obstacle. Elle a peut-être été accompagnée mieux que les autres, elle a peut-être pu laisser lister. C'est des titres, en fait, soit on va les considérer comme un super-héros, on appelle ça vulgairement dans le milieu antivalidiste de la porn-inspiration. On va l'utiliser soit pour un super-héros, elle y arrive, pourquoi pas toi, Ali. Ça va être un peu le message qui va être donné. Concernant les neurodivergents, la représentation, ou alors, excuse-moi, on va avoir ce parent qui galère. Tu vois, on n'aura jamais soit la personne, le super-héros qui a réussi, ou soit le parcours du combattant, du parent qui galère. On n'aura jamais une réelle représentation de montrer les obstacles de la société, les freins, le parcours du combattant pour remplir un dossier MDPH, pour que cette scientifique, elle accède aux études, qu'elle passe le bac, l'aménagement, ensuite qu'elle trouve un employeur qui la respecte, qui lui mette des aménagements au travail. On n'en parle pas de tout ça. On pense que non, quand on veut, on peut. Tu sais, cette fameuse race, quand on veut, on peut. Oui, non, pas tout le temps. Et pas pour tout le monde. Et la représentation qu'on a des neurodivergents, on a deux représentations, hein. Soit l'élite, c'est l'autiste qui parle 6 langues, c'est Good Doctor, le QI, c'est Shelton, c'est Atypical, des génies. Ou alors on a l'autiste qui est complètement renfermé sur lui-même, qui a plein de stéréotypes, plein de troubles du comportement. Aux États-Unis et sur les nouvelles séries, on parle de plus en plus de TH, de TIS. On fait de plus en plus appel. Parce qu'en plus, il y a ça aussi dans la représentation, c'est des personnes non autistes qui vont jouer le rôle d'autiste. Oui, tout à fait. Et du coup, s'ils n'ont pas été accompagnés, alors pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a aussi des autistes acteurs à qui on pourrait faire appel. Et pourquoi pas, allez, admettons, on va prendre une personne non autiste, mais il faut qu'elle soit accompagnée par des autistes.
qui lui explique comment faire ceci, cela. Et ils sont dans les nouvelles séries, dans les nouveaux films, on consulte de plus en plus les autistes. Et les TDAH et les 10, on les consulte. Mais sinon, la représentation, j'ai tout de suite le souvenir de la série Ted, ou Ed, un déficient intellectuel avec son frère, mais on se moquait beaucoup de lui. En fait, on se moquait de sa déficience intellectuelle. Donc, on a encore majoritairement une vision un peu trop validiste et un peu trop... on fait montrer ce qu'on veut voir, quoi. Soit le super-héros, soit le parcours du combattant. Ou le fardeau pour le parent qui n'y arrive pas, le récit individuel, qui dit que, en plus, qui est tourné d'une manière où c'est l'handicap, le fardeau, et pas la société qui met des barrières. Ou soit, comme je te dis, ce génie. Et c'est pas représentatif du tout, en fait, de tout cette diversité que prend les neurodivergents. Et justement, ça fait suite à ma prochaine question, c'est que justement, on fait des films où on dit vouloir changer les regards sur le handicap. Et dans le casting, on voit qu'il n'y a aucune personne en situation de handicap. C'est ça qui est incroyable. Et je me dis, il y a un problème avec le message. Il y a un problème. Il y a un problème avec le message. Il y a un problème dans la... Et je suis même pas persuadé, tu vois, que le réalisateur, le producteur, ils ont conscience de ça. Pour eux, c'est normal. Il n'y a pas de souci. On parle du handicap. C'est quoi ton problème, mec? C'est le fait que ça soit pas un handicapé qui joue le rôle de l'handicap? Bah ouais. C'est quand même un problème moral, déjà. Et est-ce qu'on est proche de la réalité? Est-ce que c'est pas logique? C'est pas logique. Demain, je vais faire un film. Aller faire un film sur l'esclavagisme. Je vais pas me faire un blackface. D'accord. On est d'accord. Je vais faire un film. Ça serait mal vu et c'est normal. Moralement, et au niveau de l'éthique, c'est réprimable. Ouais. Je vais faire un film. Un film sur l'obésité et je vais prendre des personnes valides. Je vais pas me faire un déguisement à la professeure Folding, dédicace à Eddie Murphy, mais on a des acteurs obèses et qui parleront mieux de l'obésité que eux, qui mieux que la personne concernée pour parler de son sujet. Oui, ils l'ont vécu, ils le vivent au quotidien, dans leur chair, dans leur âme. Exactement. T'auras beau expliquer tous les jours ton quotidien, je serais incapable, comme j'aurais beau t'expliquer tous les jours ma divergence neurologique, tu seras incapable de la reproduire, tu vas t'en approcher, j'ai besoin de te consulter. Mais il y a un changement. Il y a un changement à ce niveau-là, on consulte de plus en plus. Par contre, il y a un réel problème. Alors, il y a un dernier film qui avait fait... mais ça dépend comment on le regarde. Un petit truc en plus. Okay. Il a pris des acteurs en situation de handicap. Il y a une représentation. Si on le regarde d'un point de vue analyse de l'handicap, de la prise en charge, oui, il peut être critiquable. Mais si on le regarde d'un point de vue d'un film léger, d'humour drôle, moi j'ai bien aimé. Il m'a fait rire. Et certains autres films m'ont fait un peu moins rire, que j'ai trouvé abjects. Intouchable. M'a fait rire dans le truc, mais on n'avait pas d'acteur PMR pour jouer le rôle de... Philippe Dimarco. On était obligé de chercher un acteur valide qui joue très bien. Oui. Qui est un très grand acteur. Oui. Mais c'est gênant. C'est gênant. Et justement, moi, derrière tout ça, je vois aussi, je pense qu'il va me rejoindre, une forme d'exploitation de nos récits. Une exploitation. On veut bien parler de ta vie, mais on veut pas que tu parles de ta vie. C'est ça. Oui. Parce qu'on a hiérarchisé. Tu es peut-être incapable de parler de ta vie pour eux. N'oublie pas, tu n'es pas valide. Eux sont valides. D'après leurs normes. Donc, est-ce que c'est de l'exploitation de votre vie, de nos vies? Et donc, en solution, on aura beau me dire que c'est pour passer un message. Non, c'est pour vendre un maximum de films et t'enrichir. Merci. Voilà. C'est bien beau les beaux discours, mais les actes sont différents. Si tu me dis que tu fais un film sur l'handicap pour me dire que c'est pour changer de regard, bah moi j'aimerais bien voir du coup quand tu reçois le film, il t'a rapporté 1 million, je sais pas, j'invente, je ne me connais pas. Est-ce que tu as reversé des sommes à des associations directement concernées? Est-ce qu'il y a eu un retour? Est-ce qu'il y a eu un retour pour le monde de l'handicap? Un retour financier ou même autre? Non, tu as juste exploité leur image.
Voilà. C'est ouais, je te rejoins totalement. C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. L'exploitation de l'image, l'exploitation du récit, l'exploitation du vécu. Ouais, complètement d'accord. Et comme tu le dis, heureusement qu'il y a un changement qui commence à s'opérer. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement qui vient des pays saxons, hein. On le voit dans les nouvelles séries, on le voit dans les nouveaux films. Je sais plus quel film je regardais une fois, une série, qui n'a rien à voir avec l'autisme, j'étais tombé dessus par rapport, je crois que c'est The Rookie, un truc comme ça, un truc policier. Et à un moment, ça m'a fait tilter parce que d'un seul coup, ils ont parlé de l'autisme. On voyait un enfant qui était dehors avec. Alors, ouais, l'image, par contre, ils sont arrivés tout de suite pour en parler. Mais au moins, j'ai bien aimé la façon dont on l'abordait. C'était un enfant qui était en pleine crise. Ils n'ont pas dit ce qui avait déclenché, mais on le voyait, il était sur son petit jardin devant, et la maman qui était en panique, qui appelait à l'aide, l'enfant il avait un couteau dans les mains. Et t'as tous les gens qui arrivaient, et les policiers tout de suite qui pointaient. Mais tout de suite, il y avait cette faculté, non, 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 il est différent, ok, il y a eu ce dialogue, il y a eu cette autre appréhension de l'handicap. Et Euh, ils ont montré une explication. Ils ont posé une explication à ce comportement. Et en fait, ils ont dédramatisé au premier coup d'œil. J'ai dit, ouais, mais mince, on fait encore montrer un enfant en crise. Ouais, mais tout de suite, ils sont arrivés, ils ont dramatisé. Ils ont fait montrer même comment l'aborder cette crise. En tout cas, ils ont eu le mérite d'en parler. Et de montrer ce côté-là. Et il y a de plus en plus de représentations parce que le monde, il évolue. Ils sont plus ouverts. En France, on commence à en parler. On a la dernière série, même si le HPI ne rentre pas dans les TND. Le haut potentiel d'actualité, mais on a une série actuellement, je ne l'ai pas regardée, mais je crois qu'elle marche bien, et d'ailleurs si les Américains nous ont pris cette série, c'est qu'elle doit bien marcher, et qu'elle doit être de qualité, c'est la série HPI. Faudrait qu'un jour je la regarde pour avoir une analyse vraiment critique de cette série et de la vision de cette neurodivergence quand même, hein, où il y a quand même un fonctionnement neurologique différent qui ne rentre pas dans les TND, mais qui est quand même un fonctionnement différent. Faudrait que je la regarde, cette série. Mais il y a des avancées, il y a une évolution de la société aussi, hein. Il y a une évolution de la société. Donc ça se répercute dans les séries, ça se répercute dans les films. On prend une meilleure orientation, effectivement. Il y a un sujet justement que je trouve très fort et intéressant, et ça rejoint un peu ce que tu dis, l'évolution, le changement. C'est que pour toi et moi qui sommes nés respectivement dans les années 80 et 90, à une époque où on avait très peu, voire aucun modèle de représentation, que ce soit pour les TND ou pour les handicapés moteurs ou autres handicapés, d'autres personnes en situation de handicap. Euh, Qu'est-ce que cela t'évoque, le fait que de plus en plus de personnes en situation de handicap n'attendent plus qu'on leur donne la parole ou de la visibilité, mais qui se l'approprient via les réseaux sociaux? Moi, je suis pour. C'est d'ailleurs, pour moi, la base. La base, c'est l'autodétermination. C'est que rien n'interfère dans les choix que tu veux faire pour ta propre vie. Nous, dans l'autisme, la neurodiversité, c'est quelque chose qui... Et l'antivalidisme, c'est une notion qui nous est chère. On a tellement décidé pour nous, choisi pour nous. On continue, hein. Attention, hein, la masse continue à choisir pour cette population. Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens dans... Je veux dire, prenons les autres causes qu'ont subi des discriminations et des injustices et des normes dominantes. Il serait inconcevable que lors d'un débat sur le féminisme, un mari prenne la parole au nom de sa femme. Ça serait inconcevable. Et c'est normal. Qui est mieux qu'une femme pour parler d'une femme. Bien d'accord. Sur tous les débats sur les racisés, c'est inconcevable que demain, un blanc ou un français d'origine de profil caucasien ou européen parle au nom des racisés. Même si sa famille, prenons-moi, je suis un exemple, par exemple, ma femme est ivoirienne. Je ne vais pas parler pour les Ivoiriens ou les Noirs. Je suis sympathisant de leurs droits, mais jamais j'appuierai leurs revendications et cette injustice raciste qu'ils subissent au quotidien au niveau systémique. Mais lors d'un plateau, je ne parlerai pas pour eux. C'est du bon sens. On l'a
mais on l'a dans toutes les causes, sauf dans le handicap. Sauf dans le handicap où on ne nous donne pas la parole. Si on ne l'apprend pas, et même quand on l'apprend, est-ce qu'on nous écoute vraiment? Parce que n'oublions pas, on est invalide. Donc on est inférieur. Donc est-ce qu'on ce qu'on dit, c'est cohérent? Et un exemple là, concernant l'autisme, là, qui me vient tout de suite en tête, c'est la dernière journée de l'autisme, au mois d'avril. France 2 avait diffusé un film de Samuel Le Bihan sur une maman qui avait tué sa fille parce que ça devient difficile, parce que le quotidien était éprouvant, parce qu'elle souffrait, d'après les mots de la maman. On parle quand même... C'est un fait réel. C'est un fait réel. Ça s'est vraiment passé. Ça s'est réellement passé. Des parents... Ça c'est une histoire ancienne, mais le film est sorti l'année dernière. Mais il y a 2 ans, où j'ai plus les dates en tête, il y a une maman à Marseille aussi qui a tué son enfant autiste parce que... parce que, on en parlait tout à l'heure, l'isolement, la charge mentale, le rejet de la société, toutes ces questions. Le non-accompagnant, la maman a tué son enfant. Elle s'est retrouvée au tribunal toute seule. Ce qui est logique. Elle doit assumer de son acte. On peut arriver à pas comprendre, mais savoir pourquoi elle a fait ça, mais sans l'excuser. Pour moi, il devrait y avoir l'État avec elle sur le banc des accusés. Parce que si cette maman, elle arrivait où elle en est, parce que l'État l'a laissé tomber. Elle devrait prendre la co-responsabilité de ce geste. Et pour en venir au film de Samuel Le Bihan, c'était l'histoire d'une maman qui avait tué sa fille. Et du coup, Samuel Le Bihan fait un film autour de cette maman, qui donne un peu l'impression de légitimer cet acte de cette maman, où il joue le rôle de l'avocat, où c'est entendable, on entend. Mais ça reste un meurtre, c'est un auticide. C'est un infanticide, plus un auticide. On s'était opposé à la diffusion de ce film, on avait manifesté devant les locaux de la télé, on n'a pas été entendu, on n'a même pas été regardé, on n'a même pas été écouté. Donc déjà, il y a ce film abject, où on légitimise un auticide. On entend les raisons. Maman à bout, fatiguée. Est-ce que ça justifie un meurtre? Oui, mais elle souffrait. Bon, après, on en est sur d'autres questions. On en parlait tout à l'heure, le droit à mourir, l'euthanasie, choisir. Est-ce qu'une personne doit choisir qui doit vivre ou mourir? Et ensuite, on a un débat, après ce film-là. À table, on a le réalisateur, donc Samuel Le Bihan, qui est papa d'une enfant autiste, mais qui n'est pas autiste, qui est papa d'une enfant autiste. On a des spécialistes, des politiques. Moult monde, pas d'autiste. Ouais, encore une fois. Et pourtant, alors oui, il y en a qui ne réalisent pas, mais qui peuvent communiquer. Il y a des communications alternatives. Je pense à Nicolas Joncourt, du collectif Clé Autiste, qui participe à énormément de débats, qui me semble même c'est l'un des premières personnes à passer le bac, le premier non-oralisant à passer le bac, qui communique, pas conventionnellement avec la bouche, mais qui arrive à verbaliser via un clavier. On en a eu, c'était par des pictogrammes, on en a eu, c'est par le langage des signes. En tout cas, il y a, là quand on veut, on peut. Là quand on veut donner la parole, on peut donner la parole. Non, une invisibilisation complète. Alors, quand on rentre un peu plus dans les travers politiques, on n'a aucun, en tout cas déclaré, aucune représentation, que ce soit à l'hémicycle, on a une personne en fauteuil roulant et c'est le parcours du combattant, on l'a vu derrière les votes. Donc la représentation, que ce soit d'un point de vue média, d'un point de vue représentation dans les tables rondes, dans les débats qui nous concernent, même d'un point de vue politique, on va écouter les parents. Mais qui restent les parents? Qui restent les parents? Moi, je suis que le parent. Je suis pas l'autiste. Je suis le papa d'une fille autiste. Je suis pas autiste. Je peux pas parler au nom des autistes. Parce que déjà, je ne sais pas ce qu'ils vivent. Je suppose ce qu'ils vivent à travers ma fille. Et puis d'un point de vue moral, est-ce que je peux parler à la place de quelqu'un? Non. Et on a ce problème de représentation, effectivement. On est déjà un handicap invisible et on est aussi invisibilisé dans les chiffres, dans les médias. C'est une réalité.